Voilà, donc bienvenue dans le premier live de cette série de 3 sur l'épreuve d'application pour le CRPE 2022. Vous pourrez retrouver le programme des prochains lives sur notre page Facebook si vous voulez en savoir un peu plus. Ce soir, la mission de ce live, ça va être de décrypter les sujets zéro en EMC. Et du coup, l'objectif, ça va être de vous aider à comprendre les attendus. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on attend de vous pour cette nouvelle épreuve du CRPE. Si jamais vous n'avez pas vu le précédent live qu'on a fait au mois de février sur la réforme, je en profite pour me présenter. Je suis Nicolas Roux, je suis responsable CRPE chez Mission CRPE. Voilà. Donc du coup, toute l'équipe de nos enseignants, professeurs des écoles, conseillers pédagogiques, maîtres formateurs s'est mobilisée pour travailler sur cette réforme et proposer à nos futurs étudiants une préparation qui leur donne toutes les chances de réussite. Mon rôle ce soir, je serai le modérateur de ce live, c'est moi qui répondrai aux questions sur le chat, donc vous pouvez poser des questions. Et je laisse la parole à Stéphanie qui va animer le live ce soir. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup Nicolas. Alors bonsoir à tous. Alors bienvenue à tous dans ce live autour de l'épreuve d'application du nouveau CRPE 2022. Donc, Pardon Stéphanie, il y avait des micros intempestifs qui étaient branchés, du coup j'ai voulu en couper un et en fait je t'ai coupé le tien. Voilà, ça, en fait ça bouge sans arrêt, excuse-moi. Ne bouge pas. Je te laisse réactiver toi-même le tien. Je vais demander à ceux qui ont encore des micros activés de les éteindre. Et voilà, merci et désolé pour ce petit couac technique. tout va très Stéphanie, bien. je te laisse reprendre. Pardon. Alors, est-ce que vous m'entendez là, Nicolas? C'est bon, ok, très bien. Alors voilà, on y va. Alors, ce live va se dérouler autour de 5 points. Une présentation d'abord rapide. Nicolas a déjà fait la sienne. Ensuite, nous parlerons de l'épreuve d'EMC, donc au CRPE 2022. Nous parlerons aussi de l'analyse des attendus de cette épreuve, de la préparation qu'on vous propose au sein de Mission CRPE à cette épreuve d'application. Et puis, on laissera une part de questions pour que vous puissiez repartir de ce live en ayant une réponse à toutes vos questions. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Stéphanie Acker, donc je suis enseignante pour les étudiants en distanciel et présentiel à Mission CRPE dans le domaine spécifique de l'EMC. Alors, je suis professeure des écoles depuis 21 ans et également maître formateur dans l'Académie de Strasbourg depuis 5 ans. Donc, en fait, en tant que maître formateur, je suis à la fois professeur des écoles, comme je le disais, puisque j'ai une classe en charge, donc je suis au plus proche du terrain, mais également formatrice, donc chargée de cours en M1 et M2 à l'Université de Strasbourg. Donc, en fait, à ce titre, je suis amenée à accueillir des stagiaires dans ma classe et à les visiter dans la leur afin de les aider à acquérir les compétences d'une préparation de classe efficiente pour les élèves. Voilà. Donc, on va rentrer de suite dans le vif du sujet en parlant de l'épreuve de MC au CRPE 2022. Alors, en résumé, ce nouveau CRPE, c'est tout d'abord 3 épreuves d'admissibilité à l'écrit. Donc, une première épreuve en maths, une seconde en français, comme c'était déjà le cas jusqu'à présent. Et puis, cette nouvelle épreuve d'application qui arrive en 2022, dont l'EMC est une partie intégrante. Donc, il y aura ensuite 2 épreuves d'admission à l'oral, une épreuve de leçon maths et français et une épreuve d'entretien dans laquelle l'EMC aura aussi son importance et on en parlera un tout petit peu plus tard. Voilà, en option, il y a également une épreuve de langue vivante dont seuls les points supérieurs à la moyenne seront comptabilisés. Alors, est-ce que Nicolas, tu as quelque chose à rajouter par rapport au CRPE dans sa globalité ? Écoute, non, ça me paraît pas mal. Peut-être un détail, mais ce ne sera pas le sujet du live ce soir, c'est que sur les maths et le français, la principale différence, c'est que si les épreuves sont maintenues à l'écrit, la partie didactique va passer à l'oral à travers l'épreuve de leçon. Oui. Merci beaucoup. Alors, pour l'épreuve d'application, donc qui concerne l'EMC en l'occurrence, on aura une partie théorique
Alors, cette partie théorique demandera la maîtrise de notions théoriques, de documents de référence pour la préparation de la séance, de textes fondateurs des principes qui régissent le système éducatif. Et en ça, vous serez aussi préparé du point de vue du CSE. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Nicolas, pour voilà, la partie de la connaissance du système éducatif qui sera travaillée également. Absolument, oui. Et qui complétera donc ce volant EMC. Donc, on aura aussi une partie didactique. Alors, pour faire un point simplement de vocabulaire, alors la didactique, c'est la manière dont on réfléchit la transmission des savoirs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va vous enseigner à Mission CRPE. Voilà. Donc, si on doit expliquer les choses de manière plus schématisée, donc cette admissibilité se passera en 3 points. Donc, un volet maths qui fera 20 points, un volet français qui fera 20 points également, et l'épreuve d'application qui comptera également 20 points. Donc, chaque épreuve coefficient 1 avec une durée pour chacune de 3 heures, une note éliminatoire qui est toujours à 5, et le candidat qui choisit un seul domaine parmi les 3 le jour de l'épreuve. Alors, les 3 domaines, vous les avez sur la droite de votre écran. Donc, vous aurez sciences et technologies, histoire, géographie et EMC, et art, donc avec l'éducation musicale, l'art plastique et l'histoire des arts. Alors, la spécificité de cette épreuve d'application, c'est qu'il n'y aura que 2 disciplines dans chacun, enfin 2 composantes en histoire géo et EMC et en art qui seront choisies par les personnes habilitées au titre de la session à une date qui, pour l'instant, ne nous est pas encore donnée. Voilà. Donc, on va maintenant revenir plus précisément sur l'EMC avec l'analyse des attendus de l'épreuve. Donc, à partir d'un dossier qui vous sera remis au candidat, donc qui vous sera remis, alors il faudra maîtriser les programmes d'enseignement du cycle 1 au cycle 3, et là, on vous apprendra à les maîtriser, à les comprendre. Alors, il ne s'agira pas de les apprendre par cœur, puisqu'on va vous proposer dans le dossier une partie de ces programmes auxquels vous pourrez vous référer, mais par contre, les comprendre, savoir les utiliser, associer les compétences fera partie des enseignements qui seront prodigués. Ensuite, on aura une maîtrise disciplinaire des contenus disciplinaires du cycle 1 au cycle 4. Alors, pourquoi jusqu'au cycle 4? En référence au socle commun de compétences, de connaissances et de culture qui donc va jusqu'au cycle 4. Et on a besoin, en tant qu'enseignant, d'avoir des connaissances qui sont plus importantes que celles qu'on va prodiguer à nos élèves, qu'on va donner à nos élèves, de façon à pouvoir maîtriser le sujet complètement et répondre à des questions qui pourraient voilà, être amenées à être posées. Ensuite, on va vous demander de concevoir une séance autour du sujet qui sera proposé. Alors, par exemple, en EMC, on le verra dans le sujet 0, c'est une séance qui vous est proposée. Par contre, en histoire, on va bien vous demander de construire ou d'ébaucher une séquence et de faire un zoom sur l'une des séances. Donc, un petit peu pour ceux qui connaissent la partie MSP de la mise en situation professionnelle de la dernière mouture du concours, un petit peu de cette façon-là, mais en vous proposant, et on le verra tout à l'heure, toute une somme de documents et un dossier pour vous aider à l'élaborer. Voilà. Par contre, il sera intéressant, et c'est ce qu'on va chercher à faire dans les cours qu'on va donner, c'est d'automatiser la construction de la séquence, d'automatiser la construction de la séance, d'apprendre rapidement à définir un objectif d'apprentissage afin que vous puissiez après passer pleinement le temps qu'il faudra sur le dossier et sur l'étude de ce dossier et des documents qui l'accompagnent. Voilà. Alors, la maîtrise en EMC, elle sera articulée autour des points de programme suivants qui vont du cycle 1, alors du cycle 2 au cycle 4. Au cycle 1, on ne va pas encore parler d'EMC, on va parler du volet vivre ensemble, et c'est à partir de la grande section qu'on commence à expliciter clairement les points. Donc, on parlera quand même du cycle 1, mais les éléments de programme, tels qu'ils sont dénominés maintenant, commencent à partir du cycle 2. Donc, on aura respecter autrui, acquérir et faire partager les valeurs de la République. Et c'est sur ce point-là que se fait le lien entre l'oral avec le jury, l'entretien avec le jury en admission et cette épreuve d'application. C'est que pour ce concours, le jury va à un moment donné s'assurer de votre adhésion aux valeurs de la République.
Donc, il sera bien, finalement, bien à propos de les connaître et de savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, le dernier volet du programme, ce sera construire une culture civique. Voilà. Alors, on va passer au sujet 0, tel qu'il nous est proposé dans le texte. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une partie théorique. Et cette partie théorique se détermine comme ça: énoncer les principes qui régissent le système éducatif français. Et alors, du coup, là, j'ai du mal à voir. Bon. Et expliquer brièvement le sens de chacun d'eux. Alors, c'est là que rentre en jeu la partie théorique de tout ce que vous devez savoir sur l'EMC. Donc, ces principes qui régissent le système éducatif français sont la liberté d'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité, l'obligation scolaire. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet reste très proche de la connaissance du système éducatif, que vous serez également emmené spécifiquement à travailler au sein de Mission CRPE. Voilà le type de questions théoriques qu'on peut vous poser. Et ensuite, on a cette partie qui est la partie plus didactique. Donc, un élève de cours moyen refuse de participer à une activité scolaire en affirmant que le sujet abordé est contraire à ses croyances. Donc, dans un premier temps, vous rappelez clairement la règle aux élèves. À quel texte vous référez-vous? Alors, on pense là particulièrement à la charte de la laïcité qui est affichée, dont l'affichage est obligatoire dans chaque classe des écoles françaises. Donc, on pourra s'y référer puisque un affichage est explicité. On pourra s'y référer rapidement avec les élèves. Puis ensuite, vous décidez d'organiser ultérieurement, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, une séance afin de retravailler la notion de laïcité. Donc là, on est de nouveau dans tout ce qui est dans cet apport théorique. Et quels objectifs d'apprentissage définissez-vous? Quel document du dossier documentaire choisissez-vous? Et quel autre document utiliseriez-vous éventuellement? Justifier votre choix. Donc voilà, alors on va voir dans la partie suivante, voilà, que dans le dossier, beaucoup de documents vous seront proposés. Dans ce sujet 0-là, il y a 9 documents pour vous aider à construire la séance. Donc, on a des textes fondateurs et en premier lieu, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a un extrait du programme d'enseignement du cycle de consolidation, donc le cycle 3. Donc, il n'est pas nécessaire d'apprendre les programmes par cœur, mais par contre, il va être nécessaire effectivement de les connaître, de les avoir travaillés, d'y avoir fait référence et de savoir y chercher les compétences à travailler avec vos élèves. Voilà. Il y a plusieurs extraits de loi. Et puis un texte de l'Observatoire de la laïcité, qu'est-ce que la laïcité, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a également des dates et des tableaux, une série de dates, de lois fondatrices de l'école, et puis des statistiques qui sont données autour des écoles laïques publiques. Et on a aussi également une photographie dans laquelle vous allez pouvoir trouver bon nombre d'indices à enseigner aux élèves. Donc voilà, c'est à partir de ce dossier qu'on va vous donner et de la consigne précédente que vous allez devoir, à partir de la situation inductrice qui vous est donnée. Donc une situation inductrice, c'est une situation de départ pour construire une séance, que vous allez devoir construire une séance autour de la laïcité de façon à rappeler ou à enseigner à vos élèves qu'est-ce que la laïcité. Donc, si on part de ce sujet 0, les attendus pour cette épreuve d'application en EMC, ce sera maîtriser la théorie qui est liée à l'EMC, par exemple les principes qui régissent le système éducatif, et on sera bien là pour vous mettre à niveau concernant cette théorie donc jusqu'au cycle 4. Connaître les programmes, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, des cycles 1 au cycle 3 et les compétences qui sont associées, et apprendre à les utiliser. Donc, définir un objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux enseigner à mes élèves? Qu'est-ce que je veux apprendre à mes élèves? Et finalement, une fois ma séance terminée, qu'est-ce qu'ils auront appris avec moi au cours de cette séance? Donc, savoir construire une séance avec les différentes étapes de la séance en partant d'une situation inductrice qui vous sera imposée. Et puis connaître les textes fondateurs qui régissent l'école, parce que même si ce dossier est riche,
On peut quand même espérer connaître un certain nombre de textes pour pouvoir rapidement pouvoir y faire référence et pas prendre, puisque l'épreuve fait 3 heures, ça fait 1 heure et demie pour l'épreuve de MC, c'est pas très long. Donc, connaître bien les programmes, automatiser la construction de séances, la construction de séquences et connaître quelques documents et textes fondateurs, en l'occurrence pour le MC, permettra d'aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de la séance. Voilà. Donc l'exemple de la charte de la laïcité pour effectivement les textes fondateurs. Alors, voilà, un petit panneau attention. Des nouvelles publications OBO sont tout à fait possibles. On est en cours d'ajustement de l'épreuve. Rien n'est finalisé. Pour l'instant, ce sont les données qu'on a et on fera évoluer évidemment notre enseignement au fur et à mesure des nouvelles données qui arriveront dans l'année. Voilà. Alors, la mission CRPO vous propose évidemment de vous préparer à cette épreuve d'application de la manière suivante, donc, ou avec les outils suivants. Donc, des cours en présentiel et en distanciel en live, de façon à pouvoir avoir une interaction et des réponses immédiates à vos questionnements. Des apports théoriques sur la discipline et des apports didactiques, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que prendre connaissance de l'ensemble des textes et documents, mais également vous apprendre à construire une séance, à construire une séquence de la manière la plus efficace possible pour que ce ne soit pas sur ce type de points que vous perdiez du temps pendant l'épreuve. Donc, une pédagogie qui sera inversée, donc avec des travaux qui seront donnés en amont, à préparer, qu'on corrigera ensemble, qu'on reverra ensemble pour pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Une pédagogie active pour la partie qui sera en e-learning, hein, avec des situations de classe, des QCM, des questions de cours, des vidéos, voilà. Et 3 concours blancs qui correspondront aux 3 grandes étapes de l'année avec des corrections de copies en vidéo. Voilà, pour la partie qui vous est proposée en enseignement. Et maintenant, on va faire place large à vos questions pour voir, Nicolas, si on peut répondre à des questions précises sur cette épreuve d'application en EMC. Alors, merci Stéphanie pour ta présentation. Effectivement, donc là, n'hésitez pas, moi je réponds déjà à quelques questions dans le chat, mais c'est l'occasion aussi de poser des questions à Stéphanie. Soit vous pouvez les passer dans le chat et moi je les lirai à Stéphanie. Je pense que Stéphanie, tu dois aussi avoir accès aux questions assez facilement. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, si tout le monde ne le fait pas en même temps, en étant voilà, précautionneux par rapport à ça. Ouvrir votre micro et poser la question de vive voix, c'est toujours plus agréable de vous entendre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, moi, je vois les questions. Alors, mais je vois aussi, Nicolas, que tu as répondu à beaucoup de questions. Alors, pour le choix de l'épreuve d'application, alors, est-ce qu'il se fait à la découverte des sujets le jour de l'examen? Je pense que oui. Je pense que Nicolas, on est d'accord là-dessus. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est oui. C'est pour ça qu'il va falloir aussi parler stratégie. C'est-à-dire que est-ce que je ne travaille, combien de matières finalement je vais travailler? Et ça, on en reparlera au niveau des cours, parce qu'on peut effectivement se focaliser sur une matière, mais si le sujet ne vous correspond pas, ce n'est pas forcément la stratégie à adopter. Donc oui, effectivement, vous aurez connaissance des sujets le jour de l'examen pour pouvoir choisir celui qui vous intéressera le plus. Alors, si je peux me permettre aussi une petite incursion par rapport à ce que tu dis, pour compléter, hein, Stéphanie, on a beaucoup réfléchi aussi à ça avec les équipes enseignantes par rapport à la stratégie adoptée. Au début, quand le décret a été publié, il y avait une certaine incertitude qui a été levée lorsque les sujets zéro ont été publiés. Et en fait, ça nous permet de nous rendre compte qu'effectivement, le jour de l'épreuve, vous allez avoir un sujet dans chaque domaine. Donc, le domaine, c'est sciences et technologies, donc histoire, géographie, EMC, deuxième domaine. Et troisième domaine, le domaine art, avec l'histoire des arts, l'éducation musicale et les arts plastiques. Et donc,
ça nous paraîtrait complètement fou de vouloir vous préparer à 2 domaines, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être déjà compris pour ceux qui ont un peu creusé cette réforme, il va y avoir beaucoup de travail déjà pour se préparer, donc ce n'est pas logique de se lancer sur 2 domaines. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer à fond sur un domaine, et puis de toute façon, enfin, pareil, en échangeant avec les équipes enseignantes ou même les étudiants que j'ai pu avoir, on a souvent une prédisposition pour un domaine, donc il vaut mieux aller là-dedans, et puis je ne sais pas, les conditions du concours font que, par exemple, on demande un Master 2, quelqu'un qui a fait un Master 2 de biochimie, de chimie, ce serait un peu contradictoire d'aller chercher à se préparer sur le domaine art. Donc, il vaut mieux focaliser toute votre énergie sur un domaine, sachant que, comme le précisait Stéphanie, pour les domaines histoire géo et EMC, et pour le domaine art, en fait, 2 matières vont être retenues parmi les 3. Et pour l'instant, on n'a encore pas d'informations officielles sur les matières qui vont être retenues et on n'a pas non plus d'informations sur la date à laquelle ce sera connu. Le plus probable, c'est que dans le pire des cas, début septembre, l'information sera connue, puisque de toute façon, les étudiants qui rentrent en Master MEF à la rentrée vont avoir besoin de suivre des cours, et donc les enseignants ont aussi besoin de savoir ce qu'ils doivent enseigner à leurs étudiants. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphanie. Tout à fait. C'est ce sur quoi porteront effectivement les épreuves. Alors, il faut bien préciser que c'est des épreuves qui sont choisies au titre de la session. C'est-à-dire que ce sera valable cette année, puis l'année prochaine, ce seront des composantes différentes qui seront choisies pour la session suivante. Voilà. Alors, je vais prendre un peu les questions. Je t'en laisserai pour toi. Je vais prendre une ou deux questions. Maëlys qui demande donc si la préparation au concours est compatible avec l'emploi de professeur des écoles remplaçants au niveau des horaires. En fait, ça dépend quelle formule vous voulez souscrire. Les gens qui ont une activité professionnelle, on en a qui suivent des préparations en présentiel sur du un jour, parce qu'en fait, ils se rendent disponibles le week-end. C'est le samedi qu'on fait cette préparation. Et ils y arrivent. Mais attention, tous les retours que j'ai des enseignants, c'est que si vous voulez vous lancer dans du présentiel un jour le samedi, eh ben, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour préparer le concours et vous dire que cette année, vous allez faire un grand sacrifice. Et si vous avez des proches, ben, il faudra être soutenu là-dessus et que tout le monde vous aide, parce que ce n'est pas une mince affaire que de préparer le concours. Et de la même manière, même si vous travaillez, que vous faites la préparation e-learning, qui est un peu plus flexible, qui vous permet de travailler plus à votre rythme, mais on a quand même des lives qui sont réguliers, qui viennent s'insérer dans le cours de l'année, des concours blancs à échéance régulière. Il faut aussi vous dire que c'est compatible, mais ça demande beaucoup d'efforts. On a des étudiants chaque année qui sont dans ces situations-là, qui réussissent, mais ceux qui réussissent, et quel que soit le profil de nos étudiants, et là on est en train de recevoir tous les résultats de cette année, il n'y a pas de mystère. C'est ceux qui ont fait les devoirs, qui ont rendu les concours blancs, qui se sont impliqués, parce que ce concours est très sélectif. Et donc voilà, si vous voulez faire ça, c'est une très belle chose de vouloir devenir professeur des écoles. Il y a une année bien intense qui vous attend dans tous les cas. Alors, je vois une question, Nicolas. Il n'y aura pas de sujet histoire-géo au concours. Alors, si. Alors, ce sera soit histoire-géographie, soit ce sera histoire-EMC, soit géographie-EMC. Voilà. Donc, les 2 sujets zéro qui sont présentés et dont Nicolas vous a mis les liens dans le chat sont histoire et EMC. Et tout le sujet est très cohérent et porte sur la laïcité, hein, que ce soit l'histoire ou l'EMC. Et il y a un autre sujet qui est histoire et géographie. Donc voilà, dans lequel l'UMC n'est pas présent. Tout à fait. Alors, je vois encore quelques questions. Je sais que ce n'est pas forcément très clair ce fonctionnement parce que c'est un peu surprenant de prime abord par rapport aux matières. Juste pour reformuler, peut-être pour que ce soit bien clair, vous allez avoir le jour de l'épreuve 3 sujets, c'est un sujet par domaine. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous préparer au domaine histoire géo EMC, vous aurez un sujet qui prendra 2 matières, et c'est ce que disait Stéphanie juste avant, c'est les 2 matières qui vont être retenues pour l'édition 2022 du concours. Par exemple, on vous dira en 2022, c'est histoire et géographie, ou c'est géographie EMC. Toutes les combinaisons sont possibles, simplement pour chaque session de concours, il y aura une seule combinaison qui sera retenue, que ce soit histoire géo EMC ou que ce soit dans le domaine des arts. Et donc, effectivement, par rapport aux questions que je peux voir, hein, il faudra vous préparer aux 2 matières. Et comme le présentait Stéphanie pour l'EMC, bah, c'est généralisable pour les autres matières. Vous le verrez aussi dans nos prochains lives. Mais il va falloir avoir des connaissances disciplinaires dans 2 matières et des connaissances didactiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais,
aller sur 2 domaines, ça paraît complètement fou. Voilà. Donc nous, quand on inscrit des étudiants, on leur propose un domaine. Et déjà, si vous arrivez à faire tout ça, à vous consacrer à ça et à le travailler en profondeur, vous verrez que vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Alors là, je vois une autre question concernant l'EMC. L'exemple de sujet que vous avez montré, c'est une épreuve écrite ou orale. On est à l'écrit. Les 3 épreuves d'admissibilité sont à l'écrit. Voilà. Tout à fait. Et je rebondis un peu sur Sarah qui me disait, je ne sais pas si je vous ai découragé, Sarah, j'espère que non, en me disant, d'après ce que vous dites, il ne faut pas que je travaille en même temps que je prépare le concours. Non, pas forcément. C'est simplement vous dire que en fait, c'est à vous d'évaluer au mieux et dire, est-ce que je me sens capable de me lancer là-dedans? On avait cette année une étudiante qui travaillait dans une école et qui a préparé le concours aussi. Donc voilà, c'est ce que disait Nicolas, c'est beaucoup de sacrifices. C'est une année lourde, mais c'est faisable. Voilà. Et du coup, je vois une question de Benjamin à propos du domaine sciences et technologies. Donc, dans ce domaine-là, pour l'instant, les informations qu'on a, c'est qu'il y aura quand même 3 matières qui vont être, on va dire même 4, parce que physique, chimie, qu'on peut désolidariser en 2 matières, il y aura l'ASVT et la technologie. Pour échanger beaucoup avec l'enseignant qui va vous préparer à cette matière-là, par rapport au sujet 0, il pose quand même une grosse question en sciences et technologies, parce que si vous avez la curiosité d'aller les regarder sur Internet, vous verrez que le sujet sciences et technologies fait peur parce qu'il est énorme, il fait 17 pages, il y a beaucoup de connaissances disciplinaires qui sont demandées. Si on compare par rapport aux autres, ça semble pas la forme finale que va prendre le concours, ce que vous disiez Stéphanie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en cours d'année, on va certainement avoir des nouvelles publications au BO qui vont donner des ajustements sur cette réforme, donner une meilleure visibilité sur les choses. Et nous, de toute façon, on s'adaptera à tout ça pour vous préparer au mieux, mais ça paraît effectivement trop ce qui est exigé dans cette matière-là. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit moins lourd que ça. Ne prenez pas peur si vous dites « Ah, moi, c'est le domaine qui m'intéressait ». Je pense qu'il y aura quand même une harmonisation de manière à ce que les sujets des 3 domaines ne provoquent pas une inégalité selon ce que vous avez choisi. Alors, Mimi posait une question, une précision par rapport aux 1h30 dont je parlais sur 3 heures en répartition de temps. Alors, l'épreuve durant 3 heures, si vous avez un volet histoire et un volet EMC, il est raisonnable de penser qu'on passera 1h30, 1h30 ou alors 2 heures, 1 heure. Voilà pourquoi je vous parlais d'1h30. Merci Stéphanie. Alors, je vois aussi une question sur le temps qu'il faut consacrer à cette prépa. Je peux vous donner des indications parce qu'effectivement, on a une idée approximative du temps que ça peut prendre. Je crois que si vous y consacrez une dizaine d'heures par semaine, toutes les semaines, c'est un bon rythme. Évidemment, je ne peux pas vous dire en restant honnête que tout le monde va y consacrer ce temps. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de votre niveau, ça dépend de vos prérequis. Nous, ce qu'on va proposer à nos étudiants cette année, c'est que dès le mois de juillet, là pour l'instant, quand vous vous inscrivez, vous avez en fait accès à la remise à niveau et un test de positionnement. La remise à niveau, elle est en maths et en français. On est en train de construire un tronc commun pédagogique qu'il faudrait idéalement travailler cet été, parce que ce tronc commun pédagogique va vous permettre de vous préparer à l'épreuve d'application, donc c'est totalement le sujet de ce soir, et puis évidemment, tout ce que vous connaîtrez en pédagogie commune à toutes les matières vous servira aussi pour l'épreuve orale de leçons en maths et en français. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de commencer assez tôt, mais c'est aussi de se dire qu'il y aura une masse de travail assez importante à consacrer à ce concours. Alors, je vois une question. Pour ceux qui rentrent en M1 à la rentrée, le concours sera en 2023 exactement. Le concours a maintenant lieu en fin de M2. C'est exactement ça. Et du coup, à Mimi qui nous interroge sur nos taux de réussite dès qu'on on aura fini de récupérer les résultats de tous nos étudiants, parce qu'il y en a encore après qui qu'on essaie de contacter pour avoir le résultat. On va publier tout ça. On est en train de compiler, sachant qu'effectivement, on prend en compte, alors pour être transparent là-dessus, parce que je crois que les taux de satisfaction, tout le monde en présente sur son site.
c'est plus ou moins lisible par rapport à ce que ça représente. Nous, évidemment, on prend en compte des étudiants qui sont assidus parce que malheureusement, chaque année, et ça répond aussi un peu à la question de Sarah, il y a des étudiants qui se sont lancés là-dedans et puis se rendent compte que l'aventure est trop longue, trop dure, que la marche est trop haute et qui du coup abandonnent en cours d'année. Donc là, quand on publie des statistiques, on prend évidemment en compte nos étudiants qui ont fait au moins 75% d'assiduité, de participation au concours blanc et aux différents travaux qu'on leur a donné à faire au cours de l'année. Alors, je vois une question. Je ne comprends pas concernant le choix de la matière. Alors, on va juste le reprendre rapidement. Donc, le jour du concours, vous aurez le choix entre les 3 domaines, donc art, histoire, géographie, UMC et sciences et technologies. Donc, il y a ces 3 domaines-là. Et dans les 2 domaines, art et histoire, géo, UMC, seules 2 composantes auront été choisies au titre de la session. Donc, vous aurez le choix, vous, entre 3 sujets et c'est vous qui les choisissez. Voilà, pour rebondir là-dessus, justement, merci Stéphanie. Lola, il n'y a pas de. Lorsque vous inscrivez, donc généralement, les périodes d'inscription, c'est de mi-octobre à mi-novembre. Non, même cette année, c'était mi-octobre, mi-novembre. D'habitude, c'est mi-septembre, mi-octobre. On ne vous demande pas de quelle épreuve d'application vous allez faire. Hein. Donc, ça, c'est que ce soit bien clair. Je vois Zélie qui demande si on donnera des contenus en histoire géo. Donc, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait vous proposer parce qu'effectivement, il faut qu'on vous prépare au contenu disciplinaire et évidemment au contenu didactique. Donc, vous aurez ces contenus-là qui seront accessibles sur notre plateforme e-learning et qui vous permettra de préparer les lives. La stratégie qu'on a adoptée, ce n'est pas de vous réécrire un livre d'histoire ou de géographie qui existe déjà, c'est qu'on vous apporte une plus-value pédagogique. C'est-à-dire qu'à partir de l'expérience de nos enseignants, à partir de notre lecture et analyse des sujets zéro, on voit comment vous aider le plus possible à progresser et à dominer ce qu'il faut. Donc, on aura aussi des activités, des quiz, des choses. Elle parlait de pédagogie active, Stéphanie, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est que vous faire lire des pages et des pages, ça ne me semble pas pertinent, mais par contre, vérifier si vous avez compris des choses. On vous donnera des sources de lecture, on vous donnera des activités pour que vous soyez le mieux préparé possible à cette épreuve écrite. Alors, Zélie demande si on donnera du contenu en histoire et géographie, bien sûr. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire, oui, tout à fait. Par rapport à la date de concours, Harry Radel, chaque année, le concours se déroule en avril. Je ne pense pas qu'avec la réforme, il y ait des raisons de le changer. Généralement, en juin, c'est les épreuves orales. Le doute est plus sur quelle semaine le concours va tomber. Mais oui, effectivement, le concours, il y a peu de chances qu'il change complètement de date cette année. Donc, vous avez avril pour l'admissibilité et juin pour l'admission. Voilà. Et oui, Mimi, effectivement, dans la préparation qu'on vous propose, on vous prépare aux oraux, d'autant plus. Et si du coup, il y a des futurs étudiants chez nous, j'en profite un peu pour faire mon prof qui passe des instructions, mais on vous prépare aux oraux et surtout préparez-vous le plus tôt possible aux oraux. C'est-à-dire que nous, on va commencer rapidement à vous donner des choses pour les oraux, parce qu'il n'y a rien de pire que c'est de préparer très bien pour les écrits et avoir délaissé les oraux. Et se retrouver dans une situation où on se dit mince, j'aurais pas le temps de préparer correctement les oraux. En plus, Stéphanie pourra rebondir là-dessus puisqu'elle a accompagné des étudiants cette année sur le suivi de dossiers professionnels. Et l'étudiant qui vous contacte un peu tard, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez très peu de temps entre le moment où vous avez le résultat des écrits et puis souvent vous êtes, vous arrivez extrêmement fatigué et stressé au terme des écrits, vous êtes admis et tout d'un coup vous avez très peu de temps pour rebondir. Donc c'est plus du tout posément qu'on peut préparer ces oraux. Donc vraiment le conseil de Nicolas est vraiment un conseil à suivre. Préparez-vous aux oraux depuis le début. Pourquoi? Parce que aussi tout simplement projetez-vous. Projetez-vous dans une réussite sans vous dire on va se consacrer aux écrits et puis si ça passe, on se consacrera aux oraux. Projetez-vous dans une réussite d'écrit et préparez-vous aux oraux le plus tôt possible pour ne pas être gagné par le stress d'une préparation à la dernière minute.
Alors, je vois quelques questions. Marie-Ève, du coup, effectivement, par rapport à ce que vous avez pu faire cette année en MSP, euh, la MSP, du coup, vous prépariez en avance votre dossier cette année, l'épreuve d'application, vous découvrez le sujet le jour de l'examen. Voilà. Alors Laurie aussi qui parle des programmes pour les trois domaines. En fait, je n'ai pas le lien sous la main, mais vous pouvez trouver ça assez facilement sur Devenir enseignant. Il y a les programmes qui sont disponibles dans toutes les matières. Donc ça peut vous permettre effectivement, Laurie, si vous avez des doutes, de choisir ce que vous voulez faire. Et Christine rajoute sur EduSchool aussi. Alors, SF demande si la prépa vous assure-t-elle la même formation qu'un master MEF? Non, c'est complémentaire. Voilà, c'est très complémentaire. C'est pas la même formation, puisque nous, le master MEF n'a pas vocation de ne faire que vous préparer au concours, alors que mission CRPE, oui. Donc voilà, la préparation est très très complémentaire. Et par rapport à la question de Marie Brohon sur la CSE, il y en a encore, en fait, si vous regardez un peu les textes, ce que les textes disent, c'est donc toujours à l'oral, et c'est l'épreuve d'entretien qui est en trois parties, hein, avec la première partie motivation qui est suivie de questions, avec la partie EPS et avec la partie, en fait, et la partie CSE qui s'appelle maintenant mise en situation professionnelle, où du coup le jury vous donne de but en blanc un sujet qu'il énonce devant vous, une situation, et vous demande qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Donc il y a à la fois en rapport avec la vie scolaire et en rapport avec l'enseignement. Il y a les deux aspects sur lesquels vous allez être testé pour voir effectivement quel futur enseignant vous seriez. C'est clair que cette année aussi, le concours devient encore plus pré-professionnalisant, pardon. Donc, ça va être vraiment testé dans ce sens-là. Et c'est l'intérêt aussi qu'on a d'avoir des formateurs, des enseignants chez nous qui sont professeurs des écoles, parce que du coup, ils connaissent le terrain. Et voilà, Stéphanie est maître formatrice, elle voit des étudiants qui viennent de réussir le CRPE et qui arrivent en classe, et elle a une conscience très claire de ce dont ils ont besoin. Et ce dont, j'espère, vous aurez besoin aussi dans un an, lorsque vous aurez réussi au concours. Et pourquoi cette épreuve d'application, hein, pour ajouter, voilà, pour compléter ce que tu disais, Nicolas, c'est que parce que quand on est professeur des écoles, on est pluridisciplinaire. Voilà. Il faut qu'on enseigne de tout et il faut qu'on aille chercher dans toutes les matières, voilà, tout ce qu'il nous faut pour enseigner. Voilà pourquoi cette épreuve arrive en supplément. Les maths et le français font partie évidemment des fondamentaux. Mais on est amené à enseigner effectivement dans toutes les matières, donc d'où l'arrivée de cette épreuve d'application. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je vais répondre aussi à une question dans le chat pendant ce temps-là. Alors, il y a une question, je pense que Stéphanie, je vais te laisser le soin d'y répondre, de s'éboyer sur la transversalité, tu la vois? Non. Ah oui, ça y est, c'est bon. La transversalité est-elle toujours importante pour l'épreuve d'application? Alors, elle sera toujours un plus, c'est évident. De montrer qu'on peut évidemment voilà, se accorder plusieurs domaines, mais c'est pas forcément ce sera un plus, mais c'est pas forcément ce qui vous est demandé pour cette épreuve d'application. Voilà. Alors, pour compléter, parce que je réfléchis en même temps que je vous réponds, par rapport au sujet 0, d'histoire EMC, là où il y a transversalité, c'est qu'effectivement, c'est très cohérent. Le sujet est très cohérent entre les deux différentes composantes. Alors, il y a une question aussi de Mimi par rapport à la troisième voie. C'était une grande question qu'on se posait par rapport à cette réforme, hein. On en parlait aussi dans notre live précédent sur la réforme en février. Il y aura toujours une troisième voie. De toute façon, à toutes les personnes qui posent cette question, on leur dit la même chose. C'est un concours de la fonction publique. Donc, les concours de la fonction publique doivent être ouverts de toute façon à des nouveaux profils. Et tout comme, en fait, par rapport à la troisième voie, il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect mère, père de 3 enfants, sportif de haut niveau. C'est écrit dans la loi, donc quoi qu'il arrive, même si les conditions du concours changent,
les droits pour y accéder sont les mêmes. Et puis si on regarde un peu même politiquement ce qui se passe, dans l'éducation actuellement, on est en train de dire qu'on veut varier le plus les profils. Si on veut varier les profils, il faut donner accès aussi à des situations très très variées. Donc ça devrait continuer à être le cas. Alors, je vois deux questions. Je vais répondre à la première de AppLud, qui demande pourquoi est-ce qu'il y aura moins de candidats cette année. En fait, les conditions pour pouvoir passer le CRPE concours externe, il faudra être inscrit en Master 2. Donc, alors que cette année, c'était en Master 1. Donc, ce qui signifie qu'effectivement, il y aura moins de personnes qui vont être susceptibles de se présenter, puisque mécaniquement, voilà, le niveau d'études étant plus haut, ce sera plus compliqué. Voilà. Mais on n'a pas encore idée, il faudra attendre à voir ce qui se passe cette année, si ça va faire un gros différentiel ou pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner en termes de nombre de candidats, je pense qu'il faut raisonner en termes d'exigence de concours, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut vous baser. Et la question de s'éboyer sur les 5 points de présentation pour l'orthographe, est-ce qu'ils sont valables pour l'épreuve d'application? C'est une excellente question. De ce qui est publié pour l'instant, je ne sais pas si toi, tu vois les choses différemment, Stéphanie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas mentionné. Mais ça semble quelque chose de tellement important, parce que je trouverais ça, en fait, étonnant de l'exiger en français et en mathématiques et pas l'exiger dans l'épreuve d'application. Donc, à mon avis, on ne sait pas quelle forme ça prendra, mais ce sera toujours le cas. En plus, c'est un critère supplémentaire pour faire la différence entre les candidats pour sélectionner. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, vous allez être professeur des écoles. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être un modèle. Voilà. Alors, effectivement, dans la répartition, dans le sujet 0, c'est pas précisé, c'est pas encore spécifié. Mais je te rejoins complètement, Nicolas. Vous allez être professeur des écoles, donc il paraît évident que votre orthographe doit être irréprochable. Écoutez, en tout cas, merci pour d'être venu ce soir, d'avoir participé à ce live. Merci pour toutes vos questions. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà décidé quel serait le domaine dans lequel vous allez vouloir vous préparer l'année prochaine. En tout cas, on a encore 2 lives la semaine prochaine. Un live lundi prochain qui sera sur sciences et technologies, donc l'épreuve d'application toujours. Et le dernier live d'épreuve d'application sera sur l'éducation musicale. Donc voilà, on vous attend nombreux aussi pour les prochains lives. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter via les réseaux sociaux, sur notre site Mission CRPE, où vous trouverez aussi tout un tas d'informations sur nos préparations. Stéphanie, je te remercie pour ton live de ce soir. Mais merci à vous tous. Merci à toi, Nicolas, puis merci à vous tous pour vos questions et pour votre bienveillance et la qualité des échanges. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. À bientôt.